passer la parole à Jean Sassoni. Donc, pensez l'activité du professeur et des élèves, quelle théorie didactique pour mieux agir. Tiens Gérard, faut que je te donne ça. T'es cerné là. Les deux à la fois? Oui. Oui, il n'y avait pas le micro, Jacques. Est-ce qu'on m'entend? Non, il faut le micro pour la salle. Ça, c'est le micro juste pour la... Ça, c'est le micro. Voilà, donc là, on doit m'entendre. Donc, je vais faire quelques... Ah, c'est ça. Je vais faire quelques ponctuations aux deux exposés précédents. C'est vraiment des ponctuations. Donc, en fait, je vais essayer de faire quelques remarques sur le travail accompli par André en collaboration avec ses collègues et avec Jacques en particulier. Regarder des choses qui, de mon point de vue, ont été effectivement accomplies et puis d'autres qui sont en germe et que je voudrais essayer de comprendre. Alors, la première idée, c'est la recherche en éducation et le travail du professeur. C'est l'idée que finalement, ce qu'on vient de voir là, ça donne une part essentielle au travail en ingénierie, design-based research, comme on dit en anglais, je crois. Et donc, il y a l'idée que ça repose ça sur... Bon, d'abord, je veux insister sur ce point de vue parce que c'est pas trivial. Il n'y a finalement pas beaucoup de recherche en France, c'est peut-être parce que c'est de l'anglais, en design-based research. Et donc, il faut bien comprendre ça, je pense, dans le travail qui vous a été présenté. Donc, ce travail de design-based research, il repose sur le travail coopératif professeur-chercheur. Donc vous en avez entendu beaucoup parler et je voudrais juste préciser 2 ou 3 points. Premièrement, l'idée c'est que ça fonctionne, ce travail de coopération, avec une égalité de relation entre le professeur et le chercheur. Je pense que Jacques l'a bien exprimé et ça ne va pas de soi du tout. Ça ne va pas de soi du tout parce que l'égalité de relation, c'est le principe fondateur de la République, mais c'est relativement oublié ça et là, et le professeur et le chercheur ne jouent pas à égalité, ne sont pas des égaux comme... Il y en a un qui est plus égal que d'autres, on voit bien de qui il s'agit. Deuxième point, dans ces ingénieries, il y a le principe de ce que j'appelle le principe de spécificité, c'est-à-dire la construction du point de vue de chacun. Je dis construction du point de vue de chacun parce que on peut se dire que finalement les gens, ils arrivent et puis ils disent qui ils sont dans l'ingénierie. Ils font voir qui ils sont. En fait, ils ne font pas voir du tout qui ils sont. C'est déjà un travail en soi pour un professeur de montrer quel est son point de vue de professeur d'une certaine manière. C'est à construire. Donc c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, donc, c'est l'idée de travail commun des savoirs, des dispositifs et des gestes. Alors j'ai mis savoir, dispositif, gestes parce que finalement ce qui est frappant, alors on a dit les physiciens distingués que nous avons, moi je suis que des sciences de l'éducation, je ne suis pas physicien, les physiciens distingués qu'on a écoutés, on dit l'énergie, le physicien sait ce que c'est, mais d'une certaine manière ça pourrait vraiment se discuter que l'énergie, même en physique, le physicien il sait ce que c'est. Quand on lit Feynman par exemple et quand on lit d'autres physiciens, on n'a pas la même vision de la physique ou de l'énergie, par exemple. Donc c'est déjà, l'idée c'est qu'on peut imaginer que le professeur et les chercheurs vont devoir faire un travail sur le savoir en tant que tel. Le savoir c'est vivant, donc ça veut dire que ça se travaille. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail commun, de mon point de vue, des savoirs, des dispositifs et des gestes, je passe pour pas rester trop longtemps. Deuxième point, c'est le travail coopératif, la posture du chercheur et la posture du professeur. Comme vous êtes de bons lecteurs, vous avez vu qu'il y a une stricte ressemblance entre les deux. L'idée, c'est que pour moi, alors c'est là la fonction de passage sur laquelle je vais revenir, qui est pour moi plus une fonction qu'un individu, comme l'a dit Jacques, même si Jacques est un passeur dont je vais reparler. Donc l'idée d'abord c'est que de mon point de vue ce que montrent les ingénieries c'est que le chercheur il doit se faire connaisseur de la pratique du professeur. Alors je ne sais pas si ça va marcher le lien mais il y a voilà c'est juste un petit exercice de lecture rapide.
Donc vous avez 5 secondes avant que je passe à la diapo suivante. Non, non, c'est pas vrai. Donc l'idée, c'est Harry Collins, qui est un sociologue des sciences, un philosophe des sciences, qui a construit cette idée d'expertise interactionnelle qui est extrêmement intéressante. En gros, il dit, vous avez sûrement déjà tout lu, mais pour le redire très vite, il dit que finalement, l'expertise, il y a l'expertise zéro, il y a l'expertise interactionnelle et il y a ce qu'il appelle la contributory expertise, c'est-à-dire l'expertise de celui qui sait. Mais quand on discute très longuement et quand on fréquente quelqu'un qui sait, on arrive à construire une expertise interactionnelle. Et je pense que, et ce que dit Collins, c'est qu'il faut travailler sur ce qu'est cette expertise interactionnelle. Vous voyez, donc une expertise qui est une expertise qu'on a construite en discutant dans la conversation avec des gens qui sont grands experts d'une activité. Donc, c'est cette idée que, et ça s'atteint, cette expertise interactionnelle, elle s'atteint par le travail en commun. Autrement dit, finalement, les professeurs et les chercheurs, ils doivent travailler ensemble. Ça pourrait être une conclusion, mais comme j'ai encore 15 minutes à parler, je vais continuer. La posture du professeur, c'est la même histoire. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le professeur doit se faire connaisseur de la pratique du chercheur. Vous voyez que ce que je dis là est à mi-chemin entre la réalité et l'utopie qu'on cherche à construire. Là, je suis bien conscient de la chose. Deuxième point, c'est la question des relations entre la recherche et la formation. Il me semble, moi, qu'on pourrait imaginer, quand on regarde ce qui se passe dans les ingénieries que nous a montré André et dont a parlé Jacques, on pourrait imaginer la formation comme une participation de moins en moins périphérique des professeurs à des ingénieries. Donc finalement, des ingénieries comme celles qui ont l'exemple Sésame, Pégase, il y en aurait un peu partout dans la nature. Et puis les professeurs entreraient dans ces ingénieries, d'abord de façon très externe quand ils sont très débutants, nécessairement, et puis petit à petit, ils construiraient la profession de professeur, une nouvelle profession de professeur, comme ça. Et ça serait institué en établissement. Donc, ce que nous montrent, de mon point de vue, les recherches dont on vient de vous parler, c'est cet aspect-là. Dans cet aspect-là, il y a un aspect crucial qui est l'instrumentation. Je pense que ce que montre la recherche Sésame et l'outil Pégase, c'est vraiment l'idée de nécessité d'instruments de médiation. Et qu'est-ce que c'est qu'un instrument de médiation? C'est un instrument qui donne à voir et à comprendre la pratique. Si vous regardez la frise qu'on a montrée tout à l'heure, là, avec l'histoire de terre, etc., les différents sens, terre, sol, on voit bien qu'il s'agit, grâce à ça, d'avoir une espèce de regard sur la pratique, qui veut dire à la fois des vidéos, des textes très divers. En fait, c'est des systèmes, on pourrait dire, en annotation mutuelle, texte, image, texte, vidéo, etc. Ça devient, ça, des espèces de milieu pour l'étude de la pratique qui est mise en œuvre dans l'ingénierie. Et je pense que les professeurs ont besoin de ça. Ils ont besoin de pouvoir étudier sur de tels instruments qui, de mon point de vue, là, sont des instruments de formation. Donc, pour être encore un peu plus utopique que ce que je ne l'ai été, ou un peu plus dans le futur, je pense que une chose qui est frappante, c'est John Dewey, le philosophe américain, qui avait dit il y a très longtemps, il y a un dualisme foncier dans la culture, c'est le dualisme de la fin et des moyens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont chargés des fins et d'autres qui sont chargés des moyens. Je pense que ce que montrent les recherches dont on vous a parlé cet après-midi, c'est le fait que les fins et les moyens sont définis communément. Deuxièmement, c'est que la symétrie, il faut qu'elle se construise dans le travail d'arrière-plan commun pour l'action, ce qu'a montré Jacques tout à l'heure, avec l'idée d'interconnaissance mutuelle sur laquelle j'ai essayé de dire un mot. Et donc finalement, il y a l'idée de, comme le disait un historien italien célèbre, d'exceptionnel normal. L'exceptionnel normal, il est dans cette pièce évidemment, c'est Jacques Vince. Et exceptionnel normal, ça veut dire que finalement, comme il l'a dit, c'est une position limite, mais de mon point de vue, c'est une position qui devrait devenir une position, c'est limite au sens clair du terme, vers quoi tend la profession de professeur. Donc, il y a cette fonction de passeur,
Alors sur la question où est-ce qu'on trouve les passeurs ou comment est-ce qu'on les forme, moi j'aurais une réponse assez simple, c'est assez simple mais évidemment très difficile à mettre en œuvre pratiquement, c'est regarder qui sont les passeurs et chercher à comprendre comment ils le sont devenus pour essayer de reconstruire certaines conditions qui ont permis qu'ils le deviennent. Et enfin, sur ce point, j'insiste, puisque nous allons avoir des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, d'après si j'ai bien compris, je crois que en liaison avec les LEA, les lieux d'éducation associés à l'IFE, ici même, je crois qu'il y a l'idée de construire des cliniques de l'éducation. Moi, je pense qu'un autre bon modèle, une autre bonne métaphore pour penser le professeur, c'est celui du praticien hospitalier, hein, qui est médecin et qui fait de la recherche. Moi, je pense qu'on pourrait avoir des professeurs qui soient professeurs et qui fassent de la recherche. Et une recherche spécifique. La recherche du médecin hospitalier, ce n'est pas n'importe quel type de recherche. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais développer certains aspects, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un chercheur en éducation, réfléchir sur ce point-là. Pour moi, un chercheur en éducation, par exemple André, c'est quelqu'un qui a une double fonction, et c'est assez spécifique ça. Pour moi, les sciences de l'éducation, mais les sciences qui s'occupent de l'éducation, les sciences qui essayent de penser l'éducation et de penser les dispositifs d'éducation, ce sont des sciences dans lesquelles les gens sont à la fois anthropologues, c'est-à-dire comme tout anthropologue, ils essaient de comprendre la culture, l'expérience des personnes qu'ils étudient, et puis ils sont aussi des ingénieurs. Il y a pour moi, les sciences de l'éducation sont des sciences de l'artificiel, des sciences de l'ingénierie, en même temps que des sciences anthropologiques. Et je pense que c'est très important de réfléchir à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à ces questions? Pourquoi est-ce qu'on peut faire des ingénieries? Parce qu'on veut traiter des problèmes. Les ingénieurs, ils traitent des problèmes de la vie, donc on peut traiter des problèmes. Et là, j'ai essayé de faire un point sur le problème que je trouve le plus crucial, le plus important aujourd'hui dans l'enseignement, enfin aujourd'hui sans doute depuis longtemps, c'est l'idée que, ce que j'ai écrit ici, là, qu'il y a finalement quand on enseigne, quand on apprend quelque chose par nous-mêmes, quand on travaille par exemple en tant que chercheur, ou quand on fait des recherches sur quelque chose, on a une certaine puissance sur notre temps, toujours relative, mais on peut travailler dans la durée. Et à l'école, ça pourrait se définir par le lieu dans lequel on ne travaille pas dans la durée. Et ça pourrait se définir par une idée qui est celle de l'anti-continuité de l'expérience, finalement, hein. D'où l'intérêt de ce que montrait André, qui est finalement de construire la continuité de l'expérience des élèves, on l'a vu, et d'être conscient que les choses se feront parce que les élèves peuvent logiquement mettre en relation quelque chose qui est arrivé à un moment n, et quelque chose qui arrive à un moment n plus 1, quelque chose qui arrive à un moment n plus 2, etc. C'est ce que j'appelle la durée de l'élève et la vie de savoir, pour reprendre une idée de André, la vie des savoirs. Donc finalement, je pense que j'étais tout à fait en phase avec ce que disait Benoît Habert ce matin sur l'idée de technosciences en liaison avec science, le rôle de l'instrument, le rôle des outils, etc. Je pense que finalement, ce que André montre, c'est ce que j'appelle le schéma de Woyen, c'est-à-dire transformer pour comprendre, pour transformer pour comprendre. Cette idée-là, c'est pas du tout une idée, c'est une grande idée de la science en général. La science, elle transforme pour comprendre. L'intérêt des sciences de la culture, c'est que, ce que j'ai écrit ici, c'est que finalement transformer dans la culture, ça veut dire qu'on va forcément travailler sur des problèmes de valeur et sur des problèmes d'orientation, sur des problèmes de normes, c'est-à-dire que si on veut faire de l'ingénierie de la culture, il faut nécessairement, comme disait l'autre, prendre congé de la dichotomie du fait et de la valeur. Ça, pour moi, c'est une chose qu'il faut pouvoir dépasser. Alors, certains points maintenant qui m'intéressent beaucoup dans ce qu'a fait André, sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Je vais aller vite puisque, effectivement, le premier point, c'est ce que j'ai appelé le travail descriptif sur les niveaux d'échelle. L'idée, nécessité de la longue durée, pour les raisons que j'ai écrites ici, nécessité de micro-analyse aussi, et nécessité de mettre les deux niveaux en relation. Alors je voudrais dire un mot sur la priorité du niveau méso.
Pour moi, effectivement, alors André a essayé de la décrire en termes de temps, mais pour moi, le niveau mésoscopique, c'est vraiment le niveau qui relie le micro et le macro, et puis qui donne sa logique à l'action. Donc c'est le niveau d'où l'on peut comprendre l'action. Donc finalement, si on se dit qu'est-ce que c'est que le niveau méso, dans la description d'une pratique, dans l'anthropologie, dans l'ethnologie, dans ce qu'on voudra, dans l'histoire, etc., on va se dire, dans les sciences du langage, on va se dire, ben, le niveau méso, c'est le niveau où on peut comprendre l'action qu'on cherche à comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle narratif de la pratique. Ça veut dire que c'est extrêmement intéressant quand on est confronté à des actions, des systèmes d'actions, de construire des résumés de l'action à partir de la logique propre de l'action. Je pensais au livre de Proust. Vous savez qu'il y a un concours vous savez ou pas, peu importe, mais il y a un concours de résumé de la recherche du temps perdu. Et celui qui tient je crois que c'est Gérard Genette qui tient la cote, au sens du résumé le plus court, qui a dit, si je me souviens bien, Marcel devient écrivain. C'est pas mal quand on voit la longueur de l'œuvre. Et en fait, Marcel devient écrivain, c'est extrêmement fort quand on y réfléchit. Si on commence à essayer de donner du sens à devient, à écrivain, bon, Marcel, même à Marcel, donc on arrive à voir qu'on peut défiler des choses comme ça et on peut décrire finalement le livre, on peut espérer décrire le livre de manière pertinente. Donc l'idée c'est que ce niveau méso, ce que j'argumenterai, c'est que le résumé dont je viens de parler, il a été fait parce qu'on a pris en compte la logique générale au sein de l'ouvrage et qu'on a créé un lien dans le niveau méso. Alors, dernier point de cette diapo, c'est visa et l'instrumentation pour donner à voir et à comprendre. Donc là, je me place du point de vue de la recherche sur les outils, sur les instruments. Et vraiment, là, pour moi, il n'y a pas de dichotomie entre les sciences de la nature et les sciences de la culture. Il y a des instruments. On crée à la mode Bachelard une phénoménotechnique et une phénoménographie, c'est-à-dire qu'on construit des phénomènes, on construit des formes pour les rendre visibles, sinon les phénomènes n'existent pas. Et donc, pour moi, il y a vraiment un progrès décisif à accomplir et ICAR est vraiment un laboratoire avec Clapi, avec Visa, etc., majeur dans ce sens. Il y a pour moi en germe un progrès décisif pour les sciences de la culture dans l'instrumentation. Il faudrait discuter, mais enfin, on n'a pas le temps. Donc, l'idée, ça serait qu'il y a un autre travail de la durée possible et il y a un autre système transpositif si on devient ingénieur, donc si on s'ouvre à la question normative des valeurs, c'est-à-dire quel type de travail il faut mettre en œuvre. Alors l'idée, ça serait que finalement, on devrait, ce que pour moi montre le travail de André, c'est qu'on met les élèves dans les ingénieries qu'elle a produites avec les collègues, comme ça a été indiqué. On met les élèves dans ce que j'ai appelé un temps de situation, c'est-à-dire un temps dans lequel le défilé, la succession des notions vient du travail même des problèmes. D'où c'est un temps de l'enquête, un temps de la continuité, de l'expérience didactique. Alors comme il me reste très peu de temps, peut-être que je vais finir là-dessus. Je crois que les pratiques, la question de la transposition didactique dont a parlé André est vraiment une question cruciale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit se dire finalement qu'est-ce qu'on apprend à nos élèves et est-ce qu'on n'est pas finalement en train, la plupart du temps ou très souvent, de les payer en monnaie de singe, d'une certaine manière. Vous croyez que vous apprenez de la littérature, mais en fait ce que vous apprenez, ça n'a rien à voir avec la littérature. Vous croyez que vous apprenez des mathématiques, etc., etc. Donc je me pose la question d'une certaine forme d'authenticité des pratiques didactiques. Alors j'ai trouvé un exemple qui était assez intéressant. C'est, vous savez, dans Jean de Florette de Marcel Pagnol, pendant un bon moment, il y a le bobo parisien, donc, qui est joué par Gérard Depardieu, qui arrive et qui explique à un petit paysan, Galinette, qui lui explique qu'il cherche l'authentique. Et Galinette, le paysan, il est surpris par l'authentique. Il est tellement surpris par l'authentique qu'il se passe ceci. Merci encore de votre aide.
mettre en besoin immédiatement. J'ai cru m'apercevoir que le toit laisse passer l'eau en pas mal d'endroits. Alors bon courage, hein, comme on dit. Oui, nous n'en manquons pas. Quel genre d'homme c'est? C'est le genre d'un bossu de la ville. Beaucoup de la ville. Allez. Oh, che bien attention. Les prédictions de la ville, mais attention. Chez les bouchures, je se vois plus malin que nous, hein. Qu'est-ce qu'il veut planter? Il va planter des authentiques partout. Qu'est-ce que c'est? Votre plante qui bouge dans les livres. Faut être moderne. Il m'a dit, faut être moderne. Voilà, je laisse les fois être moderne, mais qu'est-ce que c'est que l'authentique, une plante qui pousse dans les livres? Ça, c'est vraiment du pur génie de mon point de vue. Et donc, l'idée, ça serait de construire de l'authentique, mais qui ne soit pas simplement, comme disait l'autre, de l'authentique qui pousse dans les livres, la plante qui pousse dans les livres. Ça serait une authenticité didactique qui est atteinte finalement parce qu'il y a un lien spécifique, mais ombilical, avec les pratiques savantes. Je voudrais dire un mot là-dessus pour terminer. Ce que vous a montré André, ce qu'a montré Jacques, c'est une manière pour la didactique d'être en lien étroit avec la culture. Comme disait Peggy, l'instituteur assure la représentation de la culture. Ça veut dire quoi qu'il assure l'instituteur au sens avec un grand I, hein, ça veut dire quoi assurer la représentation de la culture? Ça veut dire s'assurer que ce qu'on transmet aux élèves a quelque chose à voir avec les savoirs tels qu'ils sont vécus par les savants, par les connaisseurs, par ceux qui en vivent de ces savoirs et par ceux qui les font vivre. Donc il y a, de mon point de vue, ce que nous montre la voie que nous ouvre le travail d'André et avec ses collègues, c'est bien un effort de, quelque part, d'humanisation ou d'humanisme, en ce sens que les œuvres de l'humanité, eh bien, il s'agit de les faire vivre par les élèves. J'ai terminé. Juste merci à André, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler, et j'espère que ça va continuer. Et merci aussi à Icar. J'ai passé une journée intellectuellement extrêmement profitable. Je veux dire, l'après-midi, je la connaissais, mais je parle du matin et je suis persuadé que ça va être tout aussi extraordinaire demain. Donc, merci à vous. Merci beaucoup Gérard. Est-ce qu'il y a de toutes petites questions, donc, avec de toutes petites réponses, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Daniel. Dans vos propositions concernant les sciences de la culture, vous avez dit ceci: il faut prendre congé de la dichotomie entre le fait et l'erreur. Alors, le fait, si je comprends bien, il est construit selon la théorie ou le point de vue adopté. Ça ne se trouve pas comme ça dans la nature. Donc, il est de l'ordre de l'observable, enfin, ce que nous on appelle l'observable. Mais la valeur, qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, l'idée est relativement simple, et c'est le fait que, mais je l'ai exprimé de façon très très rapide, c'est une idée qu'on doit vraiment au pragmatisme américain, à John Dewey en particulier, aux successeurs de Dewey dans le pragmatisme américain. C'est l'idée que dans les sciences, en particulier dans la science économique à ses débuts, on a construit l'idée que les sciences s'occupent de ce qui est attestable, jusqu'ici tout va bien, mais les valeurs ne sont pas attestables. Les valeurs, par exemple, le fait qu'on va chercher à faire en sorte que les élèves fassent de bonnes mathématiques, ou de la bonne physique, ou de la bonne littérature. Voilà. Et Dewey dit, ça c'est une erreur, au sens où on peut arriver à réfléchir rationnellement sur les valeurs aussi. Donc c'est pas l'idée de décrocher des faits, mais c'est l'idée qu'il y a une forme de rationalité à travailler avec les valeurs. Voilà, c'est l'idée que j'essayais de
de montrer qu'il y a beaucoup de conséquences concrètes dans le travail des ingénieries dont on vient de parler. Autre chose pour finir? Bon, donc, nous te remercions beaucoup, Gérard. Merci. Encore une fois.